Bonjour et bienvenue au cours Analyse de code, deuxième volet d'une série de deux. Le premier volet s'intitulant Introduction à la réglementation bâtiment. Je vous conseille d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, de commencer par visionner cette première capsule-là avant de visionner celle-ci. Je vous rappelle également qu'il y aura un examen comptant pour 10% de la session suite au visionnement du premier cours. Du présent cours, c'est-à-dire donc analyse de code. Je vous invite donc à prendre des notes et à noter vos questions puisqu'on va avoir une séance en mode synchrone, donc en direct sur Zoom, préalablement à l'examen. Donc, est-ce que je vais faire un retour sur les deux capsules que vous aurez vues. Une analyse de code est un exercice relativement complexe, mais le but poursuivi est très simple, s'assurer que les gens, les usagers du bâtiment disposent de suffisamment de temps pour pouvoir évacuer le bâtiment en cas d'urgence, principalement en cas d'incendie. Comme on en a parlé à la première séance, les bâtiments sont classés par leurs usages principaux. Donc, on note 6 catégories d'usages: établissement de réunion, établissement de soins et détention, habitation, établissement d'affaires, établissements commerciaux et établissements industriels. Ça, c'est vrai pour la partie 3 du code. Pour la partie 9, donc on a vu dans le premier cours quelle était la distinction entre la partie 3 et la partie 9 du code. Donc la partie 9, il y a moins d'usages qui sont disponibles pour l'étude. Donc on a seulement le groupe C, habitation, le groupe D, établissement d'affaires, le groupe E, établissements commerciaux et certains types d'établissements industriels. Donc, ce qu'on comprend, en fait, ce qui manque dans les établissements industriels, c'est le F1 qui est à risque très élevé. Il nous manque les établissements de réunion et les établissements de soins et détention. Donc, ces établissements-là, ce type d'établissement-là, ce type d'usage-là est considéré comme étant trop à risque pour être traité dans la partie 9 qui est beaucoup moins restrictive. On va le voir dans les diapos qui suivent. Donc, les exigences de code de construction sont déterminées selon l'usage, l'aire et la hauteur de bâtiment. Dans la partie 3, ce sont les articles 32220 à 32288 qui vont nous indiquer quel est le type de construction, donc combustible, incombustible, et est-ce qu'on a besoin de gicleurs. Dans la partie 9, tous les bâtiments qui sont classés dans la partie 9 peuvent être de construction combustible et les gicleurs ne sont jamais requis. Donc, ça explique pourquoi que les usages les plus risqués ne sont pas traités dans la partie 9. C'est parce que la partie 9 est de facto moins restrictive et moins sévère. Bâtiments incombustibles, matériaux combustibles autorisés dans les bâtiments incombustibles. En fait, il y a un paragraphe du code qui dit lorsque le bâtiment est exigé incombustible, il doit être construit avec des matériaux incombustibles. Par contre, ça serait plutôt impossible de concevoir complètement un bâtiment en matériaux incombustibles. Donc, le code permet certains allègements. Donc, dites-vous que si vous travaillez comme designer d'intérieur dans un bâtiment et que l'architecte vous dit ce bâtiment est incombustible, ben vous pouvez quand même mettre la peinture, le papier peint, revêtements et les autres revêtements intérieurs de finition d'au plus 1 mm d'épaisseur qui sont combustibles, colle, mastic, scellant, les menuiseries, moulures, cadres de portes et fenêtres, les mains courantes, les étagères, les armoires et les comptoirs. Donc, vous pouvez quand même faire des comptoirs de cuisine en bois ou en mélamine qui sont combustibles. Les escaliers à l'intérieur des logements. Et les plaques de plâtre aussi qui sont recouvertes d'une feuille de papier. Donc, le code donne un allègement pour pouvoir mettre des matériaux combustibles dans une construction incombustible exigée. Degré de résistance au feu des planchers et des éléments porteurs. Donc, quand je vais référer au degré de résistance au feu, je vais utiliser l'acronyme DRF pour éviter de devoir toujours réécrire degré de résistance au feu. Dans la partie 3, c'est encore les articles 32220 à 32288 qui vont nous renseigner sur le degré de résistance au feu utilisé pour les planchers, exigé, c'est-à-dire pour les planchers, pour les mezzanines, pour le toit et pour les éléments porteurs. Donc, en gros,
Qu'est-ce que c'est le degré de résistance au feu? C'est en fait un degré de résistance, un certain temps où est-ce que la structure doit résister à l'incendie, pour la simple et bonne raison que lorsque le feu attaque directement les éléments structuraux, le bâtiment s'effondre assez rapidement et donc si on veut donner du temps pour que les usagers puissent quitter le bâtiment et également pour que les équipes d'intervention d'urgence, les pompiers, ambulanciers et autres puissent intervenir, il faut acheter du temps pour permettre permettre au bâtiment de continuer à être utilisable pendant un certain temps. Les degrés de résistance au feu des planchers des éléments porteurs dans la partie 9, ça va être le tableau 9, 10, 8, 1 qui va déterminer les degrés de résistance au feu. Dans la partie 3, il y a toutes sortes de degrés, donc ça va de 45 minutes jusqu'à 2 heures. Dans la partie 9, moins sévère, donc pour les bâtiments qui sont moins à risque, c'est toujours 45 minutes. Donc, si vous regardez le tableau ici, il n'y a pas de résistance au feu qui sont plus que 45 minutes. Parfois, il n'y a même aucune résistance au feu qui est exigée. Règle de base, les éléments porteurs doivent toujours avoir la même résistance au feu que l'élément qu'ils supportent. Donc, on a un plancher qui est exigé 45 minutes. Si on a un mur porteur qui supporte ce plancher-là, ça serait un petit peu ridicule de ne pas demander de résistance au feu pour cet élément porteur-là. Donc, le plancher, car il a beau avoir 45 minutes, si l'élément porteur n'a pas 45 minutes, l'élément porteur va flancher et le plancher également. Ce ne sera pas le feu qui va l'avoir fait tomber, ça va être la perte de son élément porteur. Je vais passer pour l'autre sous-article, 9, 10, 8, 1. C'est pas très important pour le cours dans lequel on est en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'une séparation coupe-feu? Séparation coupe-feu, construction avec ou sans degré de résistance au feu est destinée à retarder la propagation du feu ou de la fumée. Donc, en gros, je donne un petit truc ici, remplacer le terme séparation coupe-feu par séparation coupe-fumée. Je trouve que de dire séparation coupe-feu sans degré de résistance au feu, je trouve que c'est un petit peu étrange comme terme. Donc, dans le fond, quand on exige une séparation coupe-feu sans degré de résistance au feu, c'est qu'on veut simplement que cette séparation-là empêche la propagation de la fumée. Donc, je l'ai mentionné, je crois, dans le premier cours, lorsqu'il y a un incendie, les gens ne décèdent pas brûlés par les flammes, ils décèdent vraiment décédés par les gaz de combustion. Donc, les séparations coupe-feu servent à retarder la propagation de la fumée à l'intérieur de l'espace. Donc, si l'espace n'est pas enfumé, ça permet aux gens d'évacuer en toute sécurité. Et ça va aussi retarder la propagation du feu, donc d'un espace à l'autre du bâtiment. Donc, encore une fois, permettre aux gens d'évacuer et aussi permettre aux équipes d'urgence d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Étant donné que les usages principaux, donc A, B, C, D, E, F, les types d'usages principaux présentent des risques de nature différente. Le code exige que ces derniers soient isolés les uns des autres par des séparations coupe-feu. Donc, automatiquement, quand on a deux usages principaux qui sont un à côté de l'autre, on doit mettre une séparation coupe-feu entre les deux pour empêcher que le risque particulier d'un usage vienne compromettre le compartiment qui est adjacent, donc la suite adjacente qui a un usage différent. Le degré de résistance au feu exigé varie selon les usages et le risque. On va aller voir le tableau à la page suivante. Donc, voici le fameux tableau. Tous les usages sont inscrits à la verticale et à l'horizontale. Et en fait, on va aller chercher notre degré de résistance au feu exigé en allant à l'endroit où les deux s'entrecoupent. Donc, ce qu'on voit, c'est par exemple, si on prend un usage A1 et un autre usage A1, il n'y a aucune résistance au feu qui est exigée à la base. Donc, c'est simplement entre les usages principaux différents. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'on a deux usages principaux identiques, ça va quand même prendre une résistance au feu, mais c'est un autre endroit dans le code qu'il faut aller voir, c'est dans la séparation des suites. Je vous explique ça très bientôt. Dans la partie 9, c'est beaucoup plus simple. En fait, les usages principaux ne sont pas déterminés par un tableau. On va simplement dire que les habitations doivent être isolées des autres usages principaux par une séparation coupe-feu 1 heure. Donc, tous les autres usages qui sont permis par la partie 9. C'est-à-dire qu'on exclut les usages du groupe A, les usages du groupe B et usage F1. Les habitations doivent être isolées des commerces et des industriels à risque moyen, donc F2,
par une séparation coupe-feu 2 heures. Donc, on juge que une habitation et de l'industriel ou du commercial, c'est plus dangereux. Je vous rappelle en fait que le risque particulier associé à l'habitation, c'est d'être surpris par un incendie alors que les usagers dorment, donc en pleine nuit. On est plus vulnérable. Donc, pour éviter ce type de problème-là, on va exiger des séparations coupe-feu, toujours entre les habitations, et on va augmenter le degré de résistance au feu selon le risque qui est associé. Si vous avez un logement qui a plus qu'un étage, donc vous avez un escalier qui relie 2 niveaux à l'intérieur du logement, ce n'est pas 45 minutes qui est exigé, c'est 1 heure. Séparation coupe-feu entre les suites. Je vous mentionnais il y a quelques diapos que lorsqu'on avait des séparations coupe-feu entre les usages principaux, lorsqu'on avait 2 fois le même usage principal, il n'y avait pas de séparation coupe-feu qui s'appliquait. Puis je vous ai mentionné que ce n'était pas tout à fait vrai. Donc, voici. Donc, pas besoin de séparation coupe-feu entre les usages principaux de même nature. Par contre, s'il s'agit de 2 suites distinctes, là, on a besoin d'une séparation coupe-feu quand même. Donc, on n'en a pas besoin, mais on en a quand même besoin d'une. Donc, ça prend un certain temps avant de comprendre cette dynamique-là dans le code du bâtiment. Donc, 2 usages principaux, on sait c'est quoi. 2 suites, qu'est-ce que c'est? Donc, une suite, c'est un local qui est constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires occupé par un seul locataire ou un seul propriétaire, donc un même propriétaire ou locataire. Dans un logement, les 2 logements, c'est 2 logements qui appartiennent à 2 locataires ou 2 propriétaires. Chambre d'hôtel, les boutiques, mettons on a un bureau de dentiste et un bureau de médecin qui sont dans le même bâtiment, ben c'est 2 suites distinctes, donc 2 propriétaires différents. À ce moment-là, on a besoin quand même d'une séparation coupe-feu. La raison à cela, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur ce que le propriétaire ou le locataire adjacent à nous fait dans son unité. Donc, il est susceptible de mettre le feu et comme tout est séparé, comme tout est fermé pour des questions d'intimité, ben ça risque de nous prendre du temps avant de détecter qu'il y a un incendie. Donc voilà, je vous explique rapidement. On a une première suite qui est ici. Donc, c'est un édifice à bureau. Hein. Donc, de la partie supérieure et droite, une suite, un propriétaire ou un locataire. Et la partie inférieure et gauche, une autre suite, un autre propriétaire, un autre locataire. Dans les 2 cas, c'est de l'édifice à bureau. Donc, les usages principaux n'ont pas besoin d'être séparés. Ce n'est pas le tableau des usages principaux qui va, des usages principaux qui va dicter la nature de la séparation coupe-feu. Mais on a 2 suites distinctes. Donc, entre les 2 suites, ici, ça va nous prendre une séparation coupe-feu. À cet endroit-là également. Il y a une autre séparation coupe-feu qui va être exigée comme ça pour nous séparer du corridor. Donc ça ici, c'est le corridor commun qui va nous amener aux escaliers d'issue, aux ascenseurs. Donc là, ça va prendre aussi une séparation coupe-feu entre ça et nos suites d'édifices à bureaux. Tout ce qui est séparation entre les suites, ça devient rapidement assez complexe. Je vais expliquer les grandes lignes, mais je ne vais pas m'éterniser là-dedans. De toute façon, habituellement, quand ça survient, c'est dans des bâtiments de grande ampleur et c'est les architectes qui vont devoir gérer ces interfaces-là. À ce moment-là, comme designer, vous allez intervenir à l'intérieur des locaux et les murs extérieurs, les murs qui séparent les locaux du reste du bâtiment vont avoir été gérés par un architecte qui, lui, va vous donner des instructions là-dessus. Dans la partie 9, séparation entre les suites, en fait, c'est plus simple. Encore une fois, c'est pas un tableau. On va donner seulement certains paragraphes qui vont nous donner des lignes directrices. Donc, sauf dans les établissements d'affaires, chaque suite doit être isolée des suites contiguës par une séparation 45 minutes. Donc, dans la partie 9, c'est souvent 45 minutes. Parfois, ça va un peu au-dessus de ça, mais habituellement, ça tourne toujours pas mal autour de 45 minutes. Dans une habitation, les suites doivent être isolées les unes des autres par une séparation coupe-feu. Donc, tantôt, on a vu les mêmes types de paragraphes. Ça disait une habitation doit être séparée des autres usages par une séparation 45 minutes ou 1 heure. Dans certains cas, 2 heures quand c'est du commercial, par exemple, ou de l'industriel. Dans le cas d'une habitation, ben on a une autre habitation à côté, donc l'édifice à logement. Vous habitez votre logement, vous avez votre voisin qui a un autre logement à côté. Entre les deux, ça nous prend une séparation coupe-feu de 45 minutes, même si c'est 2 fois le même usage principal, donc groupe C. Donc 2 propriétaires différents.
Donc, le même usage, mais deux propriétaires différents. On a besoin d'une séparation coupe-feu. Vous savez jamais quand est-ce que votre voisin va décider de rentrer très tard aux petites heures de la nuit, décider de mettre quelque chose au four pour se faire un petit lunch avant d'aller se coucher et finalement il va s'endormir sur le divan et mettre le feu. Donc, ça peut arriver. À ce moment-là, vous allez avoir un certain délai pour pouvoir évacuer le bâtiment, le temps que le système d'alarme parte. Et comme je vous disais, vous vous faites surprendre dans votre sommeil, le temps que vous vous réveillez. Donc, vous avez normalement 45 bonnes minutes pour vous rendre compte que le feu est pris chez le voisin. Logement d'au moins 2 étages, ça je l'ai déjà mentionné, doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d'1 heure. Pourquoi 45 minutes si le logement à un étage et 1 heure si le logement à 2 étages? J'en ai parlé dans le premier cours de code. Donc, plus on est situé en hauteur, plus on est susceptible d'avoir de la difficulté à évacuer. Donc, niveau de difficulté supplémentaire, tout simplement, un logement d'un étage va être plus facile à évacuer qu'un logement de 2 étages. Donc, plus sévère s'il y a 2 étages. Ici un petit schéma, donc une image vaut 1000 mots, comme on dit. Séparation coupe-feu entre les suites. Donc, on voit ce que le code exige ici. Donc vous voyez, on a un logement d'un étage, 45 minutes par rapport au logement de l'étage supérieur. 45 minutes, donc c'est la résistance du plancher qui est exigée, mais c'est aussi la séparation coupe-feu entre les suites. Donc vous vous rappelez, au tout début, on parlait de degré de résistance au feu des planchers, 45 minutes. Ici aussi, on a un logement, 45 minutes de degré de résistance au feu. Les murs porteurs doivent avoir 45 minutes. Évidemment, si les murs porteurs supportent un plancher de 45 minutes, doivent avoir une résistance au feu de 45 minutes. Ici, on a un plancher. Plancher normalement 45 minutes, exigé par le code, mais là, on voit qu'il est à 60 minutes. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on a un logement qui est sur 2 étages. Donc, logement sur 2 étages, danger supplémentaire pour l'évacuation. On exige 60 minutes. Donc, vous voyez partout, tout ce logement-là va être isolé du reste du bâtiment, non pas par une séparation coupe-feu, 45 minutes, mais par une séparation coupe-feu de 60 minutes. Les murs porteurs deviennent 60 minutes également parce qu'ils supportent un plancher de 60 minutes. Donc, le code fonctionne par addition. On lit et lorsqu'on voit, on commence par voir 45 minutes, après ça on voit une mesure plus sévère. Donc en cas de contradiction entre deux mesures, on va toujours appliquer la mesure la plus sévère. Ce qui se passe dans l'entretoit puis dans le plafond du dernier étage ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, ça devient un petit peu plus complexe dans le code, c'est trop compliqué pour le niveau dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, comme je vous expliquais, là, ça devient assez rapidement complexe comme exercice, donc on va s'en tenir à la base. Dispositifs d'obturation dans les séparations coupe-feu. Qu'est-ce que c'est que les dispositifs d'obturation? En gros, le code nous dit les ouvertures dans les séparations coupe-feu doivent être protégées par des dispositifs d'obturation. Donc, on vient de faire une séparation coupe-feu pour protéger un espace. Et là, bien évidemment, on a besoin d'entrer et de sortir de cet espace-là. Il faut qu'on fasse un trou pour mettre une porte. Il y a d'autres types d'ouvertures, par exemple, si on a besoin de passer un conduit de ventilation, etc. Donc, concentrons-nous sur les portes. Donc là, on a fait une belle séparation coupe-feu, on fait un trou dedans, donc notre séparation coupe-feu ne vaut plus rien, à moins qu'on mette un dispositif d'obturation. Donc, qu'est-ce que c'est un dispositif d'obturation? Porte, mais c'est une porte qui a une résistance au feu. Donc, si on a un degré de résistance au feu de 45 minutes, le code va nous exiger un degré par flamme de 45 minutes. Degré par flamme, en fait, c'est le mot qu'on a utilisé pour les portes. Degré de résistance au feu, les murs, les cloisons ont un degré de résistance au feu et les portes ont un degré par flamme. Donc, c'est simplement de la terminologie. Donc on voit, c'est pas forcément le même degré de résistance au feu. Le degré par flamme ne correspond pas forcément au degré de résistance au feu. Par exemple, si on a une séparation coupe-feu 1 heure, on a besoin encore d'un dispositif d'obturation de 45 minutes. 1 heure et demie, 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. Donc, en fait, c'est que l'ouverture est relativement petite par rapport à la taille de la séparation coupe-feu. Le code juge donc que ce n'est pas nécessaire que le dispositif d'obturation ait le même degré par flamme que le degré de résistance au feu de la cloison. Ici, on a l'équivalent, mais dans la partie 9.
Donc, on voit une séparation coupe-feu, degré de résistance au feu 30 ou 45 minutes. On a besoin de 20 minutes seulement. Donc, dans la partie 9, moins sévère. Il y a certaines conditions. Là, il y a un petit 1 en indice exposant. Là. Donc, il y a certaines nuances qu'il faut apporter à ça, mais on ne rentrera pas dans les détails. Séparation coupe-feu d'une heure, 45 minutes de degré par flamme, etc. C'est assez rare qu'on va arriver à 4 heures. Là. C'est un mur coupe-feu à 4 heures. Donc, si on a un mur coupe-feu de 4 heures, on a besoin d'une porte de 3 heures de résistance au feu. Très important, donc on avait une séparation coupe-feu, il a fallu faire un trou dedans, mais on a dit bon, c'est correct, on va faire un trou, mais on va mettre une porte qui résiste au feu. Mais là, la porte, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre et on oublie de la refermer. Donc si le feu prend à ce moment-là, ben là, tous nos efforts de séparation coupe-feu et de porte résistante au feu n'ont servi à rien. Le feu va tout simplement s'engouffrer par l'ouverture. Donc le code dit, si on a un dispositif d'obturation dans une séparation coupe-feu, ça nous prend un ferme-porte. Donc, ce type-là, dispositif de fermeture automatique. Donc, on ouvre la porte et si on oublie de la refermer, ben le ferme-porte va se charger lui-même de refermer la porte pour assurer l'intégrité de la séparation coupe-feu. Donc, vous remarquerez au cégep, les portes des escaliers, donc les escaliers, c'est des issues. Les issues doivent être isolées par le feu pour le reste du bâtiment pour permettre l'évacuation en sécurité en cas d'incendie. Ces portes-là sont munies de dispositifs d'obturation. Elles sont souvent ouvertes, c'est parce que le dispositif d'obturation est magnétique, c'est-à-dire que les portes restent ouvertes, mais quand le système d'alarme se déclenche ou lorsqu'il y a une panne d'électricité, automatiquement le dispositif de retenue s'arrête et le ferme-porte force la fermeture de la porte. Faut faire attention, ici j'ai mis une petite note en bas, si on a une séparation coupe-feu 100 degrés de résistance au feu, vous vous rappelez, on en a parlé au début. Donc, qu'est-ce que c'est une séparation coupe-feu 100 degrés de résistance au feu? C'est une séparation qui est un coupe-fumée. Ben, ça prend un ferme-porte quand même. Même s'il n'y a pas de degré de résistance au feu, ça prend un ferme-porte. Pourquoi? Pour empêcher tout simplement la fumée de se répandre ailleurs dans le bâtiment.